Aujourd'hui, le drame, c'est que le politique ne décide plus de rien, ou presque. La notice de la drogue, c'est Duterte. Voilà, il n'y avait pas à chercher plus loin. Jésus est pédé, en fait, c'était pas une insulte à Jésus, mais c'était homophobe. Si je ramène pas ma gueule, je suis censuré. Mais c'est une question d'interprétation, c'est toujours interprétation quand ça les arrange. Entrepreneur et écrivain, il avait publié un vibrant hommage, hymne d'amour à la France, intitulé « Être français, lettre à ma sœur », et il revient avec un nouvel essai intitulé « L'homme et la cité ». Stanislas Berton, bonjour. Bonjour Martial. Merci d'être sur TV Liberté. Alors ce livre, c'est le fruit, dites-vous, de plus de 10 années de travaux pratiques et théoriques. C'est un livre dont on peut dire qu'il est réfléchi et pensé, j'espère. Oui, tout à fait. J'ai toujours à cœur de mêler à la fois la pratique. Donc, c'était par exemple à travers mon activité de chef d'entreprise où j'ai pu réfléchir sur les questions de gestion, les questions d'organisation. Il y a tout un essai qui est consacré à ça dans le livre. Et je pense qu'aussi, il faut continuer toujours à apprendre, toujours à étudier. Donc, en parallèle à ce travail d'entrepreneur et de ma vie professionnelle, j'ai continué à travailler sur des sujets qui me tenaient à cœur. Et surtout, comme je l'explique dans la préface du livre, en fait, revenir sur les choses que j'aurais dû apprendre lors de ma formation et que je n'ai pas apprises. Et je me suis rendu compte qu'elles me faisaient défaut pour comprendre le monde réel. C'est un autodidacte de la pensée qui, d'un seul coup, fait un essai. Et alors, cet essai, ça se transforme très vite en manifeste contre, tout d'abord, une des conquêtes de la modernité, qui s'appelle la rationalité. Pour vous, c'est un désastre complet. Vous déboulonnez la déesse raison. Oui, alors c'est plus, je la déboulonne, mais pour rappeler qu'il y a plutôt un équilibre à trouver, c'est-à-dire que la modernité a mis l'accent entier sur la rationalité et a déconsidéré les formes plus classiques de pensée. Alors si on veut être technique, on peut dire qu'il y a le cerveau gauche, le cerveau droit, on peut dire qu'il y a cette opposition très moderne entre foi et raison, et en fait ce qui est intéressant c'est de voir que récemment, même la science a découvert qu'en fait, toutes des pratiques qu'on considérait comme irrationnelles, par exemple la religion, les coutumes, les anciennes valeurs, en fait, avaient des valeurs, ce qu'on appelle techniquement des heuristiques, c'est-à-dire des dépôts de sagesse collective qui évitent à chaque individu de réinventer la roue à chaque génération. Donc on se transmet des bonnes pratiques testées par les âges, testées par des millénaires de pratiques de vie, et on les transmet à la génération suivante, et ça se transmet sous forme de coutumes, de religions, de maximes, de sagesse ancestrale. En fait, votre reproche, et j'ai bien compris, sous-jacent, c'est que la rationalité, elle a cherché à tuer Dieu, à exclure la question de Dieu, aurait dit Benoît XVI dans son discours de Ratisbonne. Et vous dites, il y a un chemin entre foi et raison, fides et ratio. Oui, tout à fait. C'est ce que dit. C'est même l'idée qui fait la grandeur de la civilisation occidentale, c'est d'avoir compris que, à travers la compréhension des lois de la nature, c'est un peu saint Thomas d'Aquin, on trouve le plan de Dieu. Donc c'est l'idée, par exemple, quand Newton cherche la loi de la gravitation universelle, il cherche à comprendre le plan de Dieu, trouver une loi valable partout et en tout lieu. Donc c'est cette opposition qu'on a voulu faire entre foi et raison, elle est stérile, parce que, en fait, c'est à la fois on peut comprendre l'idée de Dieu ou de nature, c'est l'idée de limite. Donc c'est l'idée qu'il y a des lois et que ces lois sont compréhensibles. Mais l'idée de foi, c'est aussi de comprendre des choses par l'intuition qui ne se révèlent pas forcément à travers un processus d'analyse. Ça, je renvoie aux travaux de Daniel Kahneman, qui était prix Nobel, qui a découvert que l'esprit humain fonctionne selon deux systèmes, système 1, système 2. Et donc celui qui est de l'intuition, donc plutôt la foi, on croit sans comprendre, et celui de la raison, qui est celui de l'analyse. Et les deux sont nécessaires. Et chacun répond à une problématique bien spécifique pour permettre la survie de l'être humain et des collectivités. On va rester sur cette notion scientifique. Et là, vous faites dans ce manifeste, L'homme et la cité, un deuxième angle d'attaque sur ce que vous appelez l'ultra-spécialisation en vigueur dans le monde scientifique. Pour vous, la spécialisation, c'est un leurre. Ça mérite des explications. Oui, parce que, alors c'est pas le fait qu'il faut être un dilettante et être, je dirais, savoir un peu tout et être bon en rien. C'est que se concentrer, comme on le fait aujourd'hui, en silo,
C'est une erreur parce que, comme le dit Richard Feynman, la nature forme un tout et nos classifications sont arbitraires. La nature, c'est pas ce que c'est que la biologie, la physique, l'éthologie. Pour comprendre un système complexe comme la nature, il faut avoir cette vision du tout. Et d'ailleurs, c'était la pensée avant, qu'on appelle pensée holiste. Il y avait toujours cette idée qu'il fallait comprendre l'ensemble du plan de la nature. Et l'éducation, autrefois, avant qu'on arrive dans la période moderne où on découpe tout en parties, on avait cette idée qu'un honnête homme doit comprendre aussi bien l'architecture que la géométrie, que la rhétorique, que l'art de la guerre. Et donc c'était un tout, c'était une vision d'ensemble. Et on a perdu cette vision-là. Et maintenant, on a des gens qui fonctionnent en silo, qui sont ultra spécialisés. Et par ce petit bout de la lorgnette, ils arrivent à voir que leur domaine de compétences et n'arrivent pas à connecter, parce que la richesse du savoir, elle vient de connecter des champs de connaissances différents et d'arriver ainsi à avoir une compréhension globale de l'ensemble. Ça vous amène d'ailleurs directement à mettre en cause le monde universitaire pour au moins 2 raisons. La première, la plus explicite, la plus visible d'ailleurs, c'est la politisation de ce monde universitaire. C'est vrai que c'est une des plaies les plus béantes des facultés françaises. Et il y a cette phrase dans votre ouvrage que je trouve très belle: les anciens temples de la connaissance deviennent peu à peu les nouveaux cimetières des intelligences. J'ai trouvé que c'était remarquable comme terme. Merci beaucoup. C'est gratuit. C'est exactement ce que je pense. Et en tout cas, moi, je l'ai vu dans mon domaine qui est plutôt les sciences humaines et comportementales. On voit clairement que l'idéologie gouverne tout et que c'est en train peu à peu de passer dans les sciences dures. Et alors, par exemple, récemment, il y a eu un exemple absolument scandaleux, c'est dans le laboratoire Sandia aux États-Unis, donc qui est le laboratoire qui s'occupe quand même du programme nucléaire américain, donc aussi bien notamment militaire. On a forcé ces scientifiques d'élite à assister à un séminaire sur la déconstruction de leurs privilèges blancs. Donc ça veut dire qu'on a des gens qui sont des physiciens de extrêmement haut niveau et on leur fait une rééducation idéologique que n'auraient pas renié les totalitarismes. Donc on est dans cette logique-là et on le voit aujourd'hui, par exemple, pendant l'été, Sciences Po, institution d'élite entre guillemets, a fait une liste de lecture à ses étudiants où c'était que des livres sur la déconstruction du privilège blanc, l'égalité raciale, etc. Donc toujours cette thématique. Et en fait, c'est en train d'empoisonner tout. Donc ça a commencé aux États-Unis il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est en train de venir en France. Alors déjà, c'est grave sur le plan politique. Mais c'est grave aussi parce qu'en ayant cette idéologie, on empêche complètement les étudiants de se former correctement et de comprendre le réel par la suite. Donc ils seront des décideurs incompétents parce que leur grille de lecture du monde sera complètement faussée. Il y avait quelques jours à votre place, Gilles Ardina qui disait le problème de l'université aujourd'hui, c'est ce qu'il appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire la confluence de l'ensemble de ces luttes indigénistes, féministes, etc., ou prétendument contre-racistes, qui se forment un tout, qui se coagulent et qui font qu'aujourd'hui l'université elle est plus marxiste, mais elle est une exigence beaucoup plus totalitaire encore. Oui, absolument, mais c'est une évolution du marxisme culturel. Et en fait, le vrai clivage qui est à la cause de tout, c'est qu'il y a eu cette idée, à partir du rationalisme des Lumières, de dire que l'homme va être créateur de sa propre norme. Donc l'homme est l'origine de tout. Donc à partir de là, quand on part de cette idée, on aboutit à nier l'identité biologique, on aboutit à nier, par exemple, les différences entre les sexes, on arrive à faire de l'émotion le critère central, parce qu'il faut faire table rase du passé, table rase théoriquement de tous les déterminismes. Et l'homme peut vivre selon ses désirs, selon ses caprices, et l'individu doit toujours primer sur le collectif. Et avec en plus, ce que vous avez dit à très juste titre, une réécriture de l'histoire au profit de ces minorités. Ça, c'est le système totalitaire classique. On supprime des photos, on réécrit le récit historique, on déboulonne les statuts. Voilà, ça, c'est très classique. Alors en plus de cette politisation, ce que je disais dans les facultés, cette intersectionnalité qui est de plus en plus visible, de plus en plus prégnante, il y a aussi, vous dites, l'erreur d'avoir donné à l'université un monopole sur la recherche de la connaissance. C'est le monopole qu'elle s'est attribué, enfin, personne ne lui a donné. Oui, enfin, il y a quand même eu aujourd'hui, par exemple, je vais parler d'une anecdote, vous êtes chef d'entreprise, vous avez créé une entreprise, vous avez levé des fonds, vous avez recruté. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas enseigner, par exemple, la création d'entreprise dans une grande école de commerce, par exemple, parce qu'il faut que vous ayez un doctorat en entrepreneuriat. Ça, c'est la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on privilégie le verbal, le purement scolaire, le diplôme, à l'expérience concrète. Et on voit aussi, par exemple, des gens qui peuvent être des techniciens très qualifiés, qui ont extrêmement des nombreuses années de métier et une connaissance pratique, à qui on va dire « Ah non, désolé, vous n'avez pas de diplôme d'ingénieur, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas passé par la théorie ». Donc il y a toujours ce problème-là, et il faut aussi rappeler, par exemple, l'histoire de la révolution industrielle. Le grand nombre d'inventions étaient trouvées par des gens qui étaient des bricoleurs, ce n'étaient pas des universitaires, et même les grandes découvertes
de l'esprit humain, du génie humain, n'ont pas été dus à des universitaires. Einstein n'était pas un universitaire, Newton n'était pas un universitaire, il a trouvé la loi de la gravitation chez lui parce qu'il s'ennuyait, parce qu'il était en quarantaine. Il y a beaucoup comme ça de... Semmelweis a trouvé le problème, pourquoi les femmes enceintes tombaient malades en couche, etc. Il l'a trouvé, c'était un médecin par l'expérimentation. Donc et c'est ce que dit Taleb, il y a dans l'histoire de la pensée humaine toujours un primat des gens qui font et qui ne se contentent pas de se mettre assis sur des chaises et de discourir, mais qui sont au contact du réel, du concret, et qui en tirent des enseignements, et éventuellement qui théorisent. Il ne faut pas inverser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir de la théorie pour arriver à la pratique, il faut partir de la pratique pour arriver à l'idée générale. Vous savez qu'il y en a qui ont eu l'idée de remettre les universitaires dans les champs pour les faire travailler. Ça n'a pas été très probant non plus. Oui, mais c'est parce que je pense que c'est ça qu'il faut faire. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Je pense qu'il faut laisser les universitaires phosphorer entre eux, les rendre totalement inoffensifs et surtout pas leur demander des conseils pratiques pour des questions pratiques. Les rendre inoffensifs. Vous affirmez que la rédaction de l'ouvrage s'est faite dans la curiosité comme seule boussole et la connaissance comme seule récompense. Bon. Alors ça vous amène à défricher des zones qui sont pourtant assez minées. Ainsi, vous évoquez la notion de grand remplacement. Et là, il n'y a pas de discussion possible. Pour vous, vous validez. C'est pas que la discussion est impossible, c'est que je suis parti de toute bonne foi en disant, on nous dit que le grand remplacement n'existe pas, c'est un fantasme d'extrême droite. Donc ce que je dis très bien au début de l'essai, c'est si c'est une réalité, on peut la mesurer, on peut la constater, on va trouver des éléments objectifs qui peuvent prouver sa réalité, au-delà de l'expérience visuelle immédiate qu'on peut avoir dans certains quartiers ou dans certaines zones de France. Donc je me suis livré à cette enquête, c'est une grande enquête sur plusieurs dizaines de pages, faire la synthèse de tous les chiffres que j'ai pu trouver, de recueillir tous les témoignages. Donc oui, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire, si on est dans le réel, qu'il y a un processus de grand remplacement qui est en cours dans notre pays. Et je pense que le nier, c'est juste nier le réel. Et je dirais que même au niveau politique, un décideur politique qui nierait le grand remplacement et refuserait de l'admettre, ce n'est pas un homme d'État. C'est un idéologue. Renaud Camus a raison. Renaud Camus a été un pionnier et je rends hommage à son travail au début. Il a payé un lourd prix d'ailleurs. Et pour proposer une solution, vous avancez un terme, la remigration, qui fait toujours peur à la classe politique, pas seulement à gauche. Remigration. Oui, mais parce que c'est un terme qu'on diabolise et on essaye de dire que ça va déboucher sur la guerre civile, etc. Et en fait, on fait peur aux gens, c'est toujours ces stratégies de la peur. On a une mesure qui est la réponse à un problème. Et on la présente comme le retour du fascisme, comme le retour des heures les plus sombres, alors qu'en fait, par exemple, on donne des éléments, juste faire partir tous les clandestins qui sont indûment sur le territoire français, déchoir de la nationalité française les terroristes islamistes, les prêcheurs de haine dans les mosquées salafistes. Je pense qu'il y a très peu de Français qui sont opposés à ces mesures. Ça serait effectivement une mesure de remigration qui concernerait déjà des millions de personnes. Et ça, on peut le faire, je veux dire, même presque dans le cadre légal qui existe actuellement. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Remigration. Vous n'hésitez pas non plus à flirter avec le populisme et la dénonciation de nos élites intellectuelles rebaptisées IMI, c'est pas de vous le terme, mais intellectuels, mais idiots. IMI, IMI. Pas tous, tout de même. Oui, on peut pas. Il y a toujours des talents qu'on peut trouver un peu partout, mais il y a quand même on l'a vu avec la crise du Covid, qui est quand même l'expression et l'illustration de ces intellectuels mais idiots qui vous disent un mois que le masque ne sert à rien et 3 mois plus tard qu'il est obligatoire. Et ça, je rends hommage à Nassim Nicolas Taleb qui a forgé ce terme que je reprends. C'est ces gens qui sont issus justement de cette production purement scolaire, cette formation scolaire, qui ont été sélectionnés non pas pour leurs aptitudes réelles, mais sur leur capacité scolaire et leur capacité à répéter des discours prémâchés, à ne pas les remettre en cause. Et donc aujourd'hui, arrivés aux responsabilités, ces gens-là sont incapables d'agir en véritables décideurs, et en plus avec l'arrogance de croire que ce sont eux qui détiennent la vérité et que le peuple, qui est par définition bas du front, bête, méchant, en fait, lui est dans l'erreur, alors que c'est dans une inversion complète des rôles et de la réalité. Le peuple a plutôt un instinct assez sûr, et aujourd'hui, ce sont les élites qui se trompent. Alors, le mot populisme ne vous fait pas peur? Mais moi, je pense que de toute façon, tout ce qui est dès qu'on parle de peuple, on ne peut rien faire sans le peuple.
Donc pour moi, populiste, populaire, et populaire, ce qui a une autre idée du peuple. Donc, il n'y a pas dans votre approche des choses finalement, le chef d'entreprise qui n'est pas universitaire, chef d'entreprise qui n'est pas reconnu comme un grand intellectuel malgré le travail qu'il mène, la réflexion qui est la sienne, il n'est pas estampillé par un diplôme intellectuel et c'est pas ce petite frustration qui porte la plume de votre livre depuis 10 ans? Non, parce que je pense qu'il faut très vite se détacher de l'idée de chercher la reconnaissance et d'attendre des autres. Il faut déjà être en accord avec soi-même. Éventuellement, moi, j'ai la satisfaction d'avoir la reconnaissance de mes lecteurs et des gens qui me remercient pour le travail que je fais. Après, ce que je ne supporte pas, en revanche, c'est les charlatans et les gens qui se permettent de donner des leçons aux autres alors qu'ils sont, de toute évidence, absolument incompétents. Et je pense que ces gens-là... Des exemples ? Je pense que là, je vais pas en citer parce qu'ils seraient tellement nombreux. Je pense que chacun peut se faire une idée là-dessus. Mais je veux dire, il y a chaque fois qu'on ouvre la télévision, on a un exemple d'un expert, d'un pseudo-politologue, expert en ceci, en cela, qui est complètement démenti par la réalité quelques années ou quelques mois après, et qui pourtant continue à fournir ses analyses, à être invité sur les plateaux télé, à même prodiguer ses conseils au plus haut niveau de l'État, sans aucune conséquence, quand bien même il serait complètement trompé sur tout. Oh, vous êtes méchant avec Michel Sémès. Alors, dans votre combat légitime contre la novlangue, vous réfutez, ou vous remettez de côté un mot qui est pourtant important, une expression, le mot bienveillance. Et là, vous vous élevez contre cette injonction permanente à la bienveillance. Et pourtant, puisque vous vous plaignez d'une société sans Dieu, dans l'Épître aux Éphésiens, il est dit « Dieu a un dessein bienveillant ». Ce mot bienveillance qui peut se confondre avec magnanimité, bonté, compassion, clémence. Ce sont des termes et des attitudes qui forment une grande vertu, c'est celle de la tempérance. Comment refuser la bienveillance tout en espérant cette forme de tempérance? Alors ça, cet article, je l'ai écrit un peu de façon provocatrice, volontairement, parce que je trouve que ce qui est toujours dangereux, c'est quand, on le sait en psychologie, c'est quand un mot est trop souvent invoqué. C'est-à-dire qu'une société où on a la bienveillance tout le temps à la bouche, ça doit nous alerter parce que souvent, quand un mot est mis en avant, en fait, il cache toujours son contraire. En fait, ce qu'on voit en réalité, c'est que plus la société parle de bienveillance, plus elle est violente, plus elle est injuste, plus elle est dangereuse et moins la justice y règne. Et donc moi je pense que ce qu'il faut remettre en avant, c'est déjà le respect, parce que il y a le respect qui est dû à chacun, quelle que soit sa situation, quel que soit son milieu. Il y a déjà le respect de l'être humain, même si on est en désaccord. Et ensuite il y a l'estime. Et ça, ce sont des choses qui ne sont pas des dus, ce sont des choses qui se gagnent, qui se méritent. Et cette idée de bienveillance, c'est aussi un côté infantilisant qu'on retrouve beaucoup dans notre société, qui est une société qui valorise l'enfance. Être bienveillant, c'est comme si on était tous des petits-enfants et il fallait nous ménager, ne pas trop nous brusquer, ne pas nous bousculer. On parle dans les universités, il faut maintenant des safe space, des espaces sûrs pour que les pauvres étudiants ne soient pas perturbés en entendant des idées qui pourraient trop les choquer. Donc je pense que, de surcroît, c'est ce que je dis dans l'essai, on va vers des temps très très durs et il va falloir s'endurcir, il va falloir sortir de notre zone de confort. Et c'est pas en vivant dans un monde de bisounours et de chamallows qu'on va s'armer pour faire face à un monde qui est de plus en plus dur. Et ce monde bienveillant, vous l'appelez de tous vos voeux, néanmoins. Quel contour doit-il avoir pour qu'il vous convienne, ce mot bienveillant? Quel contour? Je pense qu'il doit avoir le respect, l'autorité légitime, la justesse, le savoir. Pas un mot qui est brandi par des nounous qui cherchent à s'occuper de leurs petits-enfants et de les rassurer, de leur raconter des contes pour qu'ils dorment bien le soir, pendant qu'à la porte, il y a les loups et les monstres qui sont en train de rôder. Quelle est la place de l'homme dans la cité aujourd'hui, finalement, l'homme et la cité? Je pense que l'homme doit défendre la cité. Aujourd'hui, la cité est en danger, l'idée même de destin collectif. On a atomisé, on a détruit l'idée même de collectif. Il n'y a plus que des individus qui cherchent leur intérêt. Il n'y a plus cette idée de bien commun, ou en tout cas, si elle est là encore comme aspiration pour de nombreux Français, elle trouve pas son incarnation. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qu'il faut faire. Il faut que l'homme revienne dans la cité et qu'il monte, il prenne son arme, il prenne son bouclier, il trouve des frères de combat et il défende la cité contre les hordes de barbares. L'homme et la cité, Stanislas Berton aux éditions Le Temps Retrouvé. Merci d'être venu sur TV Liberté nous présenter cet ouvrage. Et puis on attend le prochain, dans 10 ans? Non, un peu plus tôt celui-là. Un peu plus tôt celui-là. Merci à vous. Merci Martial.